De quelles dépenses parle-t-on? Alors, il y a deux types de dépenses finalement dans une collectivité. Il y a les dépenses qu'elle consacre à son fonctionnement interne, et puis il y a les dépenses qu'on qualifie souvent de dépenses d'intervention, qui sont les dépenses qu'elle met en œuvre dans le cadre de ses politiques publiques. Elle construit des crèches, elle verse le RMI, elle finance le TER. Enfin bon. Alors, sur le premier poste de dépense, c'est-à-dire les dépenses d'intervention, les dépenses pardon, de fonctionnement interne, on peut en effet, sans doute, on peut le penser, comme le dit Roger Campariol, il y aurait peut-être des économies à faire, mais quand on parle d'économies, on ne parle que de ces économies-là, souvent. Et elles sont, à mon avis, sans doute modestes. Et attention aussi à un phénomène que les économistes connaissent bien, qui s'appelle aussi les déséconomies d'échelle. C'est-à-dire qu'il n'est pas toujours dit que parce qu'on fait grossir une structure en la fusionnant avec d'autres, elle dépense moins d'argent pour son fonctionnement interne que si deux petites structures étaient restées. Donc c'est quand même, à mon avis, quand même un point d'interrogation. Et puis sur le deuxième poste de dépense, là aussi, je trouve souvent que le raccourci est quand même anormal. C'est-à-dire que ça donne l'impression que les collectivités locales sont dépensières. Mais elles sont dépensières pourquoi? Quand même pour des dépenses de services publics, d'équipements publics. Donc on est en droit de se poser la question, veut-on moins de dépenses publiques en France? Veut-on moins de dépenses publiques locales en France? Mais ce débat, c'est pas simplement, on ne le règle pas simplement en réorganisant les collectivités territoriales. C'est un vrai débat qui consiste à dire quelle est la part de la puissance publique dans la vie sociale collective de la France. Voilà, c'est ça. Alors on peut décider en effet que la part de la dépense publique est trop importante. On peut le décider, ça peut faire l'objet d'un débat politique et même de choix politiques différents, mais je trouve qu'il ne faut pas confondre ce débat-là, qui est un choix de société, avec des choix d'organisation territoriale qui consisteraient à dire parce qu'on a moins de collectivités, ah bah, très bien, on va dépenser moins. Non, la vraie question, c'est quel type de politique veut-on et quel type de dépenses publiques veut-on? Alors, sur le deuxième, je fais juste encore une deuxième observation sur la question des voies et moyens de la réforme. En fait, on voit bien que, et c'est presque le plan du rapport Balladur, enfin en tout cas c'est plusieurs parties du rapport Balladur, si on veut réformer, il y a en gros trois portes d'entrée. Il y a la porte des structures territoriales elles-mêmes, il y a celle des compétences et il y a celle de la représentation politique. Alors, sur celle des structures, on voit qu'elle est partiellement abandonnée. C'était la proposition, comme l'a rappelé Roger, de supprimer un échelon de collectivité territoriale. Alors là, c'était la réforme structurelle massue. Il semble que cette voie-là soit un peu écartée. Donc il reste en gros deux autres voies, c'est-à-dire la voie des compétences. Alors, semble-t-il, dans les dernières réflexions, toute la notion autour de la clarification des compétences. Hein, c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression, enfin, je trouve que le rapport Balladur là-dessus est assez, enfin, est pas très performant et pas très nouveau non plus. Et puis il y a le débat donc sur la clause générale de compétences. Et enfin, il y a celui sur la représentation politique. Et alors, à vrai dire, quand ce débat a été lancé, j'ai souvent pensé que c'était la voie qui avait peut-être la plus de chances d'aboutir parce que, en fait, elle a comme effet immédiat de réduire le nombre d'élus locaux. Et c'est évidemment, chaque fois qu'on parle de réduire le nombre d'élus, je veux dire, ça séduit beaucoup de monde. Parce que on a toujours l'impression que les élus ne font rien, qu'il y en a trop, voilà. Donc, et l'avantage, c'est que là, pour le coup, on ne touche ni aux structures, ni aux compétences elles-mêmes, mais on parie sur le fait qu'un élu qui siégerait, par exemple, dans le couple région-département, aurait quand même l'intelligence de ne pas délibérer deux fois sur la même affaire dans les deux niveaux de collectivité. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, ce serait peut-être un effet par les hommes de mettre un terme finalement à la confusion des compétences si on considère qu'elle est insupportable. Voilà. Sur cette... Monsieur Campariol. Merci. Je voulais dire un mot sur la clause générale de compétences. Tout d'abord, une réaction sur le regroupement des régions. Ce que j'ai noté, c'est que, et vous avez tous noté, que ce regroupement serait volontaire. Alors, j'ose le dire, un regroupement volontaire ne fonctionnera pas. Je crois qu'il ne faut pas se bercer d'illusions. Un regroupement volontaire ne se fera pas. Fût-ce en Normandie, sur une excellente radio périphérique, j'entendais des Normands s'exprimer sur le regroupement de la Basse et de la Haute-Normandie. Même les Normands ne sont pas d'accord pour se retrouver entre eux. Alors, imaginez même, je ne citerai même pas
l'Alsace et la Lorraine. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Parce que, voilà, ce sont des choses qui sont vraiment inimaginables. Un regroupement volontaire, honnêtement, on a écrit ça, alors soit pour se faire plaisir, mais je n'ose pas l'imaginer, soit pour envoyer un signal de ce qui va se passer ultérieurement et préparer les esprits à une réforme ultérieure. Bon, voilà, c'était la remarque liminaire. Sur la clause générale de compétence, alors là, je trouve que c'est très intéressant, et j'avais noté une idée séduisante qui aura du mal à passer auprès des départements et des régions, même si une exception est prévue pour les départements. Vous voyez donc, ce qu'ont dit mes voisins de droite et de gauche. Effectivement, c'est une idée qui est intéressante, mais qui aura du mal à passer auprès des conseils généraux et des conseils régionaux. Mais il faut voir surtout pourquoi la clause générale de compétence. Quelle est la finalité? L'objectif poursuivi, c'est de supprimer les fameux financements croisés. Nous savons tous, moi dans mon expérience de sous-préfet, je peux vous dire qu'un maire en zone rurale, quel est son principal métier, sa principale mission, à partir du moment où il a un projet, c'est de faire le tour de tous les financeurs possibles pour essayer d'avoir des sous pour financer son projet. Voilà, c'est comme ça qu'on a, pour restaurer le lavoir ou la place du village ou l'école, le département, la région, l'État, avec la DGE, avec également les fonds européens. Voilà. Donc, le but, c'était mettre fin au financement croisé. Alors, il faut se rappeler que c'était déjà l'objectif recherché par la loi de décentralisation en 1982. Le sens de la loi de 82 et des lois suivantes, 83 et 84, c'était déjà de mettre fin au financement croisé. Nous n'y sommes pas parvenus. Il y aurait, à mon avis, un autre moyen plus simple, techniquement plus simple d'y parvenir, ça serait de dire, voilà, un projet donné, il ne peut juridiquement pas recevoir plus de 2 financements différents provenant de 2 collectivités différentes. Et le problème est réglé. Et de manière beaucoup